Bonsoir à tous, bienvenue au pavillon d'Arsenal. On est très heureux d'accueillir l'agence Dietmar Eberle ce soir. Peut-on construire un bâtiment sans climatisation, sans ventilation? C'est ce que va essayer de nous présenter ce soir Dietmar Eberle, que je remercie beaucoup d'être là. Je vous souhaite une très bonne soirée. Good afternoon. First of all, thank you very much for... Bonsoir et surtout merci de me donner ainsi la possibilité de vous présenter les bâtiments. La devise était un bâtiment, une architecture, une espèce de devise qui accompagnait ce projet. Et ce que je me propose de faire, c'est vous présenter un bâtiment qui s'appelle 2226. Alors, 2226, c'est un bâtiment qui peut être utilisé à différentes finalités, différentes applications. Et je veux vous parler un petit peu de l'histoire, du contexte. Donc, ce que je dois vous dire, c'est que nous avons décidé de construire le bâtiment nous-mêmes, c'est-à-dire que nous en sommes également les propriétaires, les maîtres d'ouvrage, parce que le bâtiment était tellement révolutionnaire dans son intention qu'il eût été peut-être trop difficile de convaincre d'autres clients de prendre le risque. Le site a été acheté il y a 9 ans auprès d'une collectivité qui s'appelle Lustina. Lustina est à la frontière entre l'Autriche et la Suisse. Et au bout de 6 ans, ils m'ont appelé pour me dire vous allez en faire quelque chose de ce terrain, est-ce que vous allez y construire quelque chose ou est-ce que vous allez nous restituer le foncier, le terrain? Alors j'ai répondu non, nous allons construire quelque chose. Alors on n'avait pas beaucoup de temps, il fallait agir assez vite, il fallait donc étudier et construire le bâtiment un petit peu sous pression. On a essayé d'élaborer ce bâtiment selon les préceptes qui sont les nôtres. Alors, en guise de contexte quand même, quelles les grandes idées qui sous-tendent, disons, la construction? On sait que les bâtiments sont responsables de l'échauffement climatique, des émissions de gaz à effet de serre, selon le GIEC qui parle du groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique. Enfin, on nous dit qu'il y a une partie du bâtiment, enfin des bâtiments qui représentent peut-être 20% des émissions de gaz à effet de serre viennent des bâtiments, mais ça c'est vrai peut-être dans le monde en général, mais dans les pays développés, c'est jusqu'à 50% des gaz à effet de serre qui viennent justement des bâtiments ou de la maintenance des bâtiments. Et ça, c'est un petit peu entré dans les mœurs, cette équation. Et l'une des premières expériences que j'ai eues dans les années 70, ça vous rappelez le premier choc pétrolier en 72-73. L'OPEP a fermé le robinet du pétrole vers l'Europe, et donc certains jours vous aviez des autoroutes complètement vides, c'était plutôt agréable d'ailleurs. Et cette vision a eu sur moi une impression durable, a fait sur moi une impression durable. Et puis, maintenant, autre graphique que vous voyez deux courbes qui se séparent, c'est 1994. On voit sur une courbe l'évolution des revenus et sur l'autre courbe l'évolution des prix de l'immobilier. Et on voit que ces deux courbes s'éloignent, s'écartent de plus en plus, et que de ce fait, les bâtiments sont devenus de plus en plus chers relativement aux revenus. Et c'est vrai dans tous les pays d'Europe. On le sent, le coût du logement est de plus en plus élevé. Et par rapport aux revenus, et donc dans la
promotion, mais même dans le développement immobilier, il faut un peu revoir la donne compte tenu de ce phénomène. Et ce que nous ressentons, parce que nous voyons en Europe, partout en Europe, mais dans presque tous les pays, ce discours et cette considération est très présente. Et puis, on peut s'interroger justement sur les causes de cette évolution des coûts du logement. Et l'un des facteurs, c'est le poids réglementaire, toutes les règles relatives à la sécurité, à la santé, etc. Mais également la technologie. Le coût de la technologie dans le coût d'un bâtiment est assez élevé. Il ne s'agit pas simplement de l'investissement initial en technologie, mais les coûts de maintenance. Les coûts de maintenance sont de plus en plus élevés par rapport aux technologies employées aujourd'hui. En tout cas, dans les bâtiments modernes, la maintenance représente un poste très élevé. Alors vous avez des exemples de quelques bâtiments qui ont été construits au cours des 30 dernières années. Vous avez un bâtiment pour la plus grosse compagnie de réassurance du monde, un bâtiment à Munich qui a été construit dans les années 90. Et le deuxième bâtiment, le bâtiment de l'ATH, qui est un bâtiment de recherche qui est situé à Zurich, en Suisse. Et alors il y a deux différences. D'abord, en l'espace de 10 ans, on a appris beaucoup de choses. On voit d'abord la quantité d'énergie nécessaire pour exploiter ce bâtiment. Cette quantité d'énergie a énormément évolué en l'espace de 10 ans. Mais ce que l'on voit sur ces deux diagrammes, ce que ces deux diagrammes ont en commun, c'est que la demande globale d'énergie pour réguler la température, les émissions de CO2, la qualité de l'air, cette partie-là représente une assez faible partie de l'ensemble de la consommation des bâtiments. Mais ces deux bâtiments sont des bâtiments qui sont optimisés sur le plan énergétique, et c'est une situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire que la consommation d'énergie, la quantité d'énergie nécessaire pour réguler la chaleur, pour refroidir, enfin, tout cela représente qu'une faible portion. Lorsqu'un bâtiment est optimisé, ses coûts liés à la refroidissement, la climatisation sont relativement faibles. Mais pour autant, 90% des bâtiments construits aujourd'hui ne sont pas optimisés. Et de ce fait, la part d'énergie nécessaire à la ventilation est bien plus élevée que dans ces deux exemples que je vous ai présentés. Et puis il y a autre chose, quelque chose qu'on a essayé de suivre d'assez près, c'est dans le processus de planification, il est quand même important d'avoir une idée assez précise, un objectif précis. Et ici, on essaye d'optimiser la demande d'énergie. Alors, on parle d'une optimisation dans l'efficacité énergétique. Évidemment, on s'interroge toujours sur, d'un côté, l'usage qui est fait d'un bâtiment, le coût d'exploitation de ce bâtiment, essayer de les mettre en équilibre. Et puis par rapport à cela, il y a 4 grandes questions. D'abord, il faut bien connaître les conditions climatiques. Deuxièmement, il faut avoir une bonne idée de ce qu'est le confort des utilisateurs. Troisièmement, il faut avoir une stratégie d'optimisation du bâtiment, et ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Et puis, en quatrième lieu, il faut choisir la solution technologique. Ici, ce qui nous paraît finalement la chose la plus compliquée, c'est de s'interroger sur le confort des usagers du bâtiment. Parce que actuellement, il nous semble que le passage au XXIe siècle, en toute logique, devrait pouvoir simplifier les choses, puisqu'on passe d'une société industrielle à une société de services. Or, en réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus... ce changement, ce passage du XXe au XXIe siècle est beaucoup plus compliqué que le passage du XIXe au XXe, où on passait d'une société agricole à une société industrielle. Ce qui se passe au XXIe siècle, c'est que par rapport au XXe siècle, les choses sont différentes. Au
XXe siècle, tout était quantifié. On pouvait réfléchir en termes de longueur, de hauteur, de surface. Enfin, tout était mesurable. Enfin, tout était quantifié et mesuré. Et tout était ramené à une dimension chiffrée. Et aujourd'hui, ça n'est plus tellement une question de quantité, une démarche quantitative, mais plutôt qualitative. Je vais vous donner des exemples. La durée de vie moyenne d'un citoyen de Zurich en 1912 n'était que de 38 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie tourne autour de 84 ans. Alors, évidemment, imaginez que cette évolution perdure sur 100 ans. On peut imaginer l'âge auquel nous nous retrouverons. Alors, on sait très bien qu'on n'y arrivera pas, mais enfin, il y a cette dimension, donc, cette évolution quantitative qui touche à ses limites. Et puis, il y a un autre aspect des choses qu'on regarde pas simplement à Zurich, mais dans toute l'Europe. Le logement moyen au XXe siècle, c'était de 19 mètres carrés par habitant. Aujourd'hui, on a... vous avez 80 à 90 mètres carrés qui sont développés, qui sont construits sur 100 mètres carrés, alors que plutôt les chiffres étaient différents. On est passé de 19 à 80-90 mètres carrés par habitant, hein, d'espace construit, d'espace bâti. Si la même tendance se suivait, on arriverait à 350 mètres carrés d'espace bâti par habitant dans le monde de demain. Bon, c'est évident qu'encore une fois, cette tendance quantitative ne peut pas être perpétuée indéfiniment. On ne peut pas rester sur cette même logique quantitative en passant du XXe au XXIe siècle. Il est évident qu'on ne peut pas extrapoler ainsi les chiffres et continuer selon cette même logique. Donc ce n'est plus une logique quantitative qui s'applique, mais plutôt une réflexion qualitative. Et le risque, c'est si on prend une démarche qualitative, c'est qu'on tourne en rond. On finit par dire les mêmes choses, alors que, évidemment, le discours quantitatif, lui, est infini. On peut toujours trouver de nouvelles choses à mesurer, de nouvelles façons de mesurer les choses. Et finalement, le nombre ne s'arrête pas. C'est un peu l'impression qu'on pourrait avoir, mais en réalité, à mon avis, le XXIe siècle, qui serait un siècle qualitatif plutôt que quantitatif, est beaucoup plus riche de possibilités. Maintenant, revenons à nos bâtiments, et lorsque l'on parle d'optimisation, au fond, de quoi parle-t-on ? Sur cette diapo que vous avez la température extérieure d'un bâtiment sur une période d'1 an. Donc c'est un peu un lieu assez typique, un peu comme le terrain sur lequel nous avons construit notre bâtiment. Et puis ça, c'est l'extérieur. Et ensuite, vous avez la température à l'intérieur du bâtiment. Et puis vous avez la zone rouge qui représente le chauffage, la zone bleue qui représente le refroidissement. Pour un ingénieur, c'est assez facile de déchiffrer ce genre de diapo, de diagramme, et en fonction de la température, on fait ses calculs, on se dit quelle est la quantité de refroidissement ou de chauffage qu'il faut intégrer dans le bâtiment. Ça, c'est la démarche d'un ingénieur. Mais pour un architecte, c'est un peu différent, parce que on ne voit pas les choses comme cela. On se dit, voilà, on se dit, voilà, on a un bâtiment, on ne fait rien, et tout va très bien. Alors, c'est une idée un petit peu paradisiaque, mais enfin, sans entrer complètement dans l'utopie, on peut voir que la construction d'un bâtiment peut se faire sans finalement tenir compte de toutes sortes de conditions telles que le faisaient les ingénieurs, pour arriver pourtant à un résultat extrêmement proche de l'optimum. Alors c'est ça qui a un petit peu déterminé notre réflexion, notre logique en tant qu'architecte, où on essaie d'élargir
cette portion dans laquelle vous avez une meilleure correspondance entre ce qui se passe à l'extérieur et l'intérieur du bâtiment. On voit que si on arrive à gérer ce différentiel, on aura beaucoup moins besoin de refroidir ou de réchauffer ou de climatiser le bâtiment. L'idée, c'est de voir qu'au fond, la quantité, le delta d'énergie qu'il faudra faire pour compenser les écarts de température, ce delta d'énergie, c'est-à-dire la dépense, la consommation d'énergie, pourra être réduite au minimum. Alors je peux entrer dans le détail de la façon dont on peut calculer tout cela, mais c'est surtout une façon de voir comment on construit le bâtiment. La façon dont on le construit déterminera justement, disons, la tenue du bâtiment, sa réaction aux phénomènes extérieurs et intérieurs. Alors, je parle du comportement ou de la conduite du bâtiment, la tenue du bâtiment. De quoi s'agit-il? Et c'est justement l'objet de ma démarche pour voir comment on peut optimiser le bâtiment en tenant compte donc des effets extérieurs et intérieurs. Alors, il faut voir qu'en architecture, tout est relation, tout est cause et effet, et ça devient assez intéressant quand on essaie d'analyser les anciens bâtiments, enfin les typologies classiques, en Europe en particulier. On est assez étonné de voir que ces bâtiments très anciens, finalement, ont une performance énergétique très supérieure à celle des nouveaux bâtiments. Pourquoi? Parce que dans ces anciens bâtiments, il y avait cette espèce de savoir qui avait été élaboré au fil des siècles par l'expérience, qui permettait aux bâtisseurs d'optimiser cette relation entre un bâtiment et son site, son environnement et tout le contexte, même culturel, dans lequel ces bâtiments ont été construits. Puis il y a une autre dimension qui mérite d'être soulignée. Nous avons une certaine connaissance de la physique pour ce qui est de la tenue de nos bâtiments, et on s'imagine que grâce à la physique, grâce au calcul, on peut pratiquement calculer le bâtiment sur mesure et on peut prévoir exactement ce qui va se passer à l'intérieur du bâtiment, quels seront les échanges de chaleur, etc. Vous savez, j'enseigne depuis tellement longtemps à l'ATH à Zurich que je suis toujours en relation avec les physiciens qui font ces calculs mécaniques et autres. Lorsque vous parlez à un physicien, il va vous dire que il va vous poser toutes sortes de questions qui ne trouvent pas de réponse justement dans les calculs, en tout cas dans les calculs que nous utilisons actuellement. Il y a des tas de questions qui restent en fait sans réponse quantitative, sans réponse scientifique. Et bien souvent, dans de nombreux pays, vous avez des programmes de calcul, des algorithmes extrêmement complexes et qui sont donc mis en pratique, qui sont appliqués au calcul, à l'ingénierie. Or ces calculs, finalement, ne reflètent pas notre connaissance. On n'a pas véritablement une belle description mathématique qui permettra de modéliser la façon dont un bâtiment se tiendra, se comportera. Je peux vous en donner quelques exemples. Chacun a fait l'expérience, enfin chacun sait que les bâtiments ont une certaine tenue en fonction de la masse du bâtiment. C'est-à-dire que chaque bâtiment a une certaine capacité de chaleur. Et alors, vous pouvez me croire ou non, mais en réalité, aucun calcul n'a été fait à ce jour qui soit vraiment en mesure de calculer cette capacité de chaleur et l'incidence de cette capacité de chaleur sur le quotidien. Alors, nous avons des règles, des réglementations, mais nous avons décidé dans notre façon de fonctionner que, puisqu'on ne peut pas le calculer, eh bien, on n'en parle pas, on n'en tient pas compte. Alors, chacun a une certaine intuition sur la chose. Chacun se dit qu'effectivement, en fonction de la masse du bâtiment, il y aura des incidences différentes sur la température, mais dans la mesure où on n'est pas en mesure de le calculer, la démarche doit être autre. Alors, autre exemple, par exemple ici, si on essaie
de calculer les phénomènes de circulation de l'air. On parle d'une base de 66 mètres cubes d'air frais par personne. Bon, ça, c'était un calcul. Alors, quand j'étais jeune, on parlait de 60 mètres cubes. Maintenant, on en est... on passe à 36 mètres cubes. Enfin bon. Mais, au fond, personne ne s'est vraiment posé la question parce que il n'y avait pas eu un vrai travail de recherche empirique qui a permis d'établir ces chiffres avec certitude. Ce ne sont que des estimations. Et les physiciens qui travaillent là-dessus, qui font leurs calculs de ventilation et autres, se disent que, ma foi, il faut quelque chose entre 15 à 20 mètres cubes d'air frais par personne, par heure. Bon. Alors là, on est très éloigné des chiffres qu'on avait avant. Et on se demande finalement quelle est la fiabilité de ces calculs, de ces modèles, et surtout pour mesurer la performance énergétique d'un bâtiment, on se base sur des hypothèses qui sont assez variables, et au bout du compte, on constate une grande différence entre les calculs et la réalité. Alors finalement, la réponse qui arrive systématiquement, c'est que, eh bien, le bâtiment n'a pas donné la performance énergétique calculée. Et ça, c'est vraiment un état de fait presque incontournable. C'est toujours comme ça. Les résultats ne sont pas conformes au calcul. Et puis, vous aurez des physiciens qui vont vous dire que, ma foi, il est trop compliqué de mesurer correctement la luminosité. Même si vous avez toutes sortes de logiciels et des systèmes de simulation qui vont vous faire des diagrammes en couleur et tout ça, on ne peut pas s'y fier parce que c'est simplement beaucoup trop compliqué. En fait, 90% de la lumière naturelle, la lumière du jour, c'est une lumière réfléchie. Or, pour que les logiciels puissent calculer tous les reflets, toutes les lumières réfléchies qui auront une incidence sur ce qui se passera sur la luminosité, le nombre de variables est tel que c'est simplement beaucoup trop calculé, beaucoup trop complexe à calculer. Alors, ceci vous intéressera peut-être, quand on parle de bâtiments, on a les valeurs de U, de G, on parle de matériaux, de qualité matérielle. Les physiciens me disent que un beau jour, ces unités, ces grandeurs seront remplacées dans quelques années parce que aujourd'hui, chacun sait que l'incidence de ces grandeurs sur un bâtiment n'est pas facile à évaluer parce que il y a un phénomène bien connu qu'en fonction des ordres de température, la réaction des matériaux varie considérablement et donc les choses ne sont pas prévisibles ou modélisables. Alors, je ne veux pas vous déprimer par des propos, disons, un peu alarmants, mais enfin, en réalité, on en sait beaucoup moins que ce que l'on croit savoir ou ce que l'on voudrait savoir. Alors, il y a actuellement beaucoup de travail de recherche qui se fait là-dessus, mais une des questions, une des choses les plus difficiles à dire dans notre domaine, c'est de dire « je ne sais pas ». Dans notre domaine de sciences de recherche, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de dire « je ne sais pas ». Or, il faudrait peut-être, à mon avis, un peu d'humilité et reconnaître que l'on ne sait pas. Alors, ce que nous avons essayé de faire dans ce bâtiment, c'est quelque chose de tout simple. Le nom du bâtiment, donc, c'est 2226, 2226, 2226. En fait, non. On dit pas moins de 22 degrés, pas plus de 26 degrés. Voilà, c'est en fait un écart de température qui doit être respecté pendant toute l'année, pas plus de 26 en été, pas moins de 22 en hiver. Donc, durant toute l'année, vous avez cet intervalle qui doit être respecté. Vous avez en vert la température extérieure, en bleu la température intérieure. Et la question est de savoir comment on arrive à maintenir cet intervalle de température. Alors, dans tous les bâtiments du monde, on peut vous tracer des diagrammes où on vous présente la température extérieure, on vous présente un objectif pour la température intérieure qui se trouve justement entre 22 et 26 degrés. Voilà. Or, moi, ce que je sais, c'est que on peut s'imaginer avoir des demandes différentes. Mais enfin, j'ai jamais rencontré des gens qui se sentent
vient à 18 degrés. Et puis je n'ai jamais rencontré d'usager qui se trouve à l'aise à 32 degrés. Peut-être temporairement peut-être, mais pas sur la durée. Et donc cet intervalle finalement est assez classique, et nous avons nos méthodes d'optimisation des bâtiments que nous avons essayé de mettre en place. Le but du jeu, c'est qu'on arrive à préserver cet intervalle de température sans technologie, sans mécanique. Il n'y a pas de ventilation mécanique, de système de refroidissement, pas de système de chauffage non plus. Alors évidemment, c'est une gageure assez étonnante, mais c'est un objectif tout simple que nous nous sommes donnés. Alors, pour ce faire, nous nous sommes posé quand même pas mal de questions. Comment nous y prendre? Je crois qu'il faut savoir que l'objectif principal dans un tel bâtiment, ça n'est pas, disons, ça n'est pas de faire l'impasse sur la technologie, de faire l'économie, de se dispenser totalement de technologie. Ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'optimiser le confort, le bien-être dans le bâtiment pour les usagers. Et la température n'est qu'un des facteurs de confort. C'est l'une des grandeurs, bien sûr, que l'on mesure, mais évidemment, la qualité de l'air, la teneur en CO2, bon, ça c'est également quelque chose qui peut se mesurer. Donc vous avez la température, la teneur en CO2, l'humidité également, l'hygrométrie. Et actuellement, d'ailleurs, il y a pas mal de recherches médicales qui sont en cours, qui montrent que lorsque l'humidité dans une pièce passe en deçà de 40%, les taux d'infection augmentent de 10%. C'est-à-dire que si vous avez, disons, si l'humidité passe de 40 à 30%, eh bien le taux d'infection ou de prévalence d'une maladie va augmenter de 10%. Donc, on pourrait se dire, bon, on réduit un petit peu la demande en énergie en réduisant l'humidité du bâtiment, mais ce faisant, on augmente le taux d'infection. Alors, si on veut faire ces calculs un peu humains, bon, c'est pas des arbitrages qu'on peut vraiment se permettre de faire. Alors ici, vous avez un bâtiment dans une zone industrielle. L'un des principes du bâtiment, c'est que, et là c'est quelque chose que l'on appliquera partout, c'est que on part d'un point de vue à long terme. On se dit que les usagers du bâtiment, ou plutôt l'usage du bâtiment sera adapté aux besoins sociaux. Donc on s'intéresse bien sûr à la structure du bâtiment, mais à des structures qui pourront accueillir des bureaux ouverts, des espaces ouverts, ou des logements, ou encore des commerces, des restaurants, des galeries d'art, enfin bon, différentes structures qui pourront être accueillies. Donc vous voyez que le plan de masse est assez simple, hein, l'agencement est assez simple, vous avez une organisation, un flux assez central, vous avez des issues de secours, des ascenseurs, des toilettes, et ici des gaines électriques. Et puis le reste des pièces peuvent soit être cloisonnées, soit ouvertes au choix. Alors, on peut segmenter l'espace en 4 grandes zones. Enfin bon, donc l'espace est modulable. Chaque espace fait à peu près 100 mètres carrés. Et donc là, ce que vous avez ici, ici vous avez presque 120 mètres carrés, celui-là 115, 110, et ici vous avez un espace un peu plus petit à 80 mètres carrés pour composer le plan, l'espace au sol. Et à partir de là, on peut donc imaginer différents usages des lieux. Et c'est ce que je voulais vous présenter de manière un peu plus détaillée. Lorsque l'on veut optimiser le bâtiment,
Ce que l'on voit, c'est que l'incidence de la température extérieure sur le bâtiment ne représente que 20% du niveau de température, enfin de l'incidence totale, 20% de l'incidence totale sur la température intérieure. Et en fait, 80% des facteurs sont liés, enfin des facteurs de changement de la température intérieure sont attribuables à ce qui se passe dans le bâtiment lui-même. Hein. On sait très bien que lorsqu'on est dans une pièce, par exemple, l'être humain a une chaleur naturelle qui réchauffe l'espace à hauteur de 80 à 100 watts par personne, par heure. Pour ce qui est de la respiration, nous respirons de l'oxygène ou nous expirons du gaz carbonique, et puis il y a la transpiration qui contribue à l'humidité de la pièce. Donc 80% de l'explication des conditions du bâtiment sont liées aux usagers eux-mêmes. Alors du coup, on s'intéresse moins à ce qui se passe à l'extérieur, puisque, encore une fois, la température extérieure, les conditions extérieures ne représentent que 20% de ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment qui détermine finalement les conditions, les qualités de l'air et autres températures. Alors évidemment, il y aura des pièces avec une seule personne dans la pièce, d'autres pièces d'une dizaine de personnes, donc les incidences seront différentes. Vous aurez des pièces où il y aura beaucoup plus de CO2, d'humidité ou de chaleur que dans d'autres pièces où il y aura moins d'usagers et donc des conditions très différentes. Alors c'est ça qu'on va mesurer. On va mesurer l'incidence qu'ont les usagers, les personnes elles-mêmes dans le bâtiment, sur les conditions dans chacune de ces pièces. Et à partir de là, on peut avoir une idée plus précise de ce qui se passe. Et en fonction de cela, que peut faire le bâtiment? Le bâtiment, en fonction de l'usage qu'en est fait, peut s'ouvrir ou se fermer automatiquement. Et en l'absence totale d'usagers, il peut automatiquement allumer toutes les lumières ou inversement les éteindre tant qu'on ne se retrouve pas dans l'obscurité totale. Enfin, il y a des réactions assez simples qui peuvent être commandées. Alors, pour s'y prendre, on va remplacer le matériel par le logiciel. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans presque tous les secteurs d'activité où c'est le logiciel, l'intelligence en quelque sorte qui remplace la mécanique ou le matériel. Alors, on va se dire, que se passerait-il sur la température d'un bâtiment si, pendant l'espace d'un an, personne n'entre dans le bâtiment? Si pendant un an, il n'y a pas une seule personne qui entre, alors vous avez la ligne verte qui représente donc la température intérieure du bâtiment en réaction à la température extérieure qui est en bleu. Et donc l'un suit l'autre, enfin l'une température, la température. Si personne n'entre dans le bâtiment, on voit effectivement qu'il y a une incidence. Et là, justement, vient cette notion de capacité de chaleur de chaque bâtiment, puisque la capacité de chaleur détermine un peu la réaction du bâtiment à ce qui se passe à l'extérieur. Mais alors, là, vous avez, sur la diapo suivante, si vous avez un usage normal du bâtiment, vous avez quand même des zones où il fera trop chaud, d'autres où il fera trop froid, enfin des périodes de l'année où il fera trop chaud ou trop froid, si l'usage est normal. Mais paradoxalement, ce que constate, c'est qu'il fera plus froid, le moment où il fera le plus froid dans le bâtiment ne sera pas le moment où il fera froid dehors, mais 2 mois plus tard. De même, il y a ce même décalage de 2 mois pour ce qui est des températures maximales. Donc un décalage dans le temps entre les températures extérieures et intérieures. Et puis, on a également étudié l'usage de la lumière naturelle, la lumière du jour, et l'ensoleillement, et en contrepartie, en l'absence de lumière naturelle, la lumière artificielle qu'on va utiliser. Alors vous avez des usages différents en Europe, aux États-Unis. Ce qu'on mesure en fait dans notre bâtiment 22-26, c'est
l'optimisation également de l'ensoleillement, de la lumière naturelle. Alors ça, évidemment, l'optimisation de l'ensoleillement ou de l'éclairage naturel est une dimension essentielle. Donc on mesure la durée de l'ensoleillement chaque jour, donc ça c'est la courbe en rouge, et puis en bleu, évidemment, vous avez les moments où la lumière artificielle vient compenser l'absence d'ensoleillement, de lumière naturelle. Alors voilà à quoi ressemble le bâtiment de l'extérieur. Ici, vous aviez les fenêtres qui peuvent s'ouvrir et se fermer toutes seules, automatiquement. Et alors, pour ne pas trop être effrayé par ces notions, lorsque l'on parle du confort de l'usager, le confort de l'habitant, au fond, qu'est-ce que c'est que le confort? Alors, l'exemple qui vous paraîtra tout bête, mais enfin quand même. La différence entre un hôtel 5 étoiles et un hôtel 3 étoiles n'est pas que le prix de la chambre. Dans un hôtel 5 étoiles, vous avez quand même un très gros avantage. On n'a pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Mais si vous voulez vous mêler de quelque chose, si vous voulez changer quelque chose, ce sera possible de le faire. Alors que dans un hôtel 3 étoiles, il vous faut vous préoccuper de beaucoup plus de choses. Et si vous essayez de vous mêler, de changer la température, que sais-je, ça devient très compliqué, il vaut mieux s'abstenir. C'est ça la grande différence entre le 5 étoiles et le 3 étoiles. Alors ici, dans mon bâtiment, l'idée c'est qu'on n'a pas besoin de se soucier de quoi que ce soit, mais si on le souhaite, l'habitant peut adapter les conditions à son goût. Alors un exemple tout bête, je vais parler des fenêtres qui peuvent s'ouvrir et se fermer automatiquement, mais si vous ne vous en souciez pas, vous faites confiance au bâtiment pour s'auto-gérer en quelque sorte, et en sachant que les conditions seront optimisées sur le plan d'humidité, mais si vous voulez ouvrir vous-même la fenêtre, vous pouvez le faire, sachant qu'au bout d'un moment, automatiquement, le bâtiment, les fenêtres se refermeront d'elles-mêmes. Alors, vous avez des calculs qui peuvent vous dire au bout de combien de temps la fenêtre devra se fermer. Alors, ça peut être 10 minutes, 20 minutes. En fait, l'expérience nous montre que les usagers, les habitants des bâtiments préfèrent ne pas avoir à se soucier de cela. Et donc, effectivement, si vous voulez ouvrir la fenêtre, vous pouvez la fenêtre, mais vous n'avez pas besoin de la refermer. Elle se refermera toute seule dès que les conditions le rendront nécessaire. Ça, c'était nos calculs. Alors ici, une modélisation des températures au fil de l'année. La courbe en vert représente la température intérieure du bâtiment, encore une fois. Ici, vous avez ce qui se passe sur l'espace d'un mois. Et ici, vous avez un bureau avec une personne qui l'occupe dans un bureau. En rouge, vous avez les émissions de CO2. Donc, vous avez des creux de CO2 le week-end parce que, évidemment, quand personne n'est là, il y a très peu de CO2. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez visible. Et puis, on voit que la température extérieure, et bon là en bleu a une incidence, on voit qu'il y a notamment en Europe des différences de température de 8 à 10 degrés entre le jour et la nuit. Donc en vert la température intérieure, en bleu la température extérieure, en rouge les émissions de CO2. Alors ça c'était en septembre. Ici c'est un bureau avec non plus une seule personne mais 5 à 6 personnes. Donc évidemment les émissions de CO2 sont beaucoup plus élevées, bien plus que lorsqu'il n'y a qu'un seul occupant. Donc, mais pour autant, cet intervalle de 22-26 degrés est respecté. Cette courbe verte reste bien à l'intérieur de cet intervalle. Alors, c'est pas passionnant, mais c'est le cas. Vous avez 24 pièces dans le bâtiment. Là, on a suivi ça sur tous les mois de l'année. Ça fait même 20 mois qu'on a suivi tout cela. Tous les diagrammes ont été faits, tout a été suivi, et on sait exactement ce qui se passe dans chaque pièce, à quel moment de l'année, avec combien d'usagers, etc. On peut
peut le savoir exactement, pas simplement pour ce qui est de la température extérieure, intérieure et le CO2. On a également les taux d'humidité, l'hygrométrie qui est mesurée et qui reste extrêmement stable. Et ceci n'est pas le fait de la technologie, ceci est le fait des matériaux de construction qui ont été utilisés. Alors ça, c'est une autre chose qui va vous intéresser, c'est l'usage global d'énergie, la consommation globale d'énergie dans le bâtiment. Alors, il n'y a que de l'électricité pour l'éclairage. Ce bloc ocre, enfin jaune, représente donc 32 kWh par mètre carré par an. Ça, c'est la consommation dans un bureau, un bâtiment de bureau, vous avez à peu près 90 kWh. Et si vous avez des technologies supplémentaires avec du chauffage, de la climatisation, vous aurez jusqu'à 140, 150 kWh par mètre carré par an, en moyenne, dans les bureaux, dans les espaces de bureaux. Donc, ça a une incidence sur la consommation d'énergie, sur le coût, sur les émissions de gaz à effet de serre. Enfin bon, il y a des incidences considérables. Et alors, comment avons-nous obtenu cette consommation si faible? Alors, les matériaux donc, des briques toutes bêtes, c'est un matériau extrêmement traditionnel et surtout dans notre région de Suisse, un bâtiment, des matériaux qui sont classiques, des murs à l'ancienne, en briques. Alors, on a ici des éléments en béton précontraint. Alors ça, pour la dalle en béton. Là, par contre, c'est une technologie très nouvelle. On peut avoir 10 cm de panneaux en béton précontraint et on y ajoute 14 cm de béton en plus. Et donc, ça fait 24 cm en tout d'épaisseur. La portée moyenne est de 8 mètres environ, enfin 8 mètres 20. Et au-dessus de ce béton, vous avez un système de plancher. Alors, il faut voir que ça, c'est un principe important du bâtiment. On peut avoir bien sûr de l'électricité, de l'eau, des eaux usées, enfin des évacuations d'eau plutôt, à tous les points du bâtiment. C'est-à-dire que de toute façon, dans la mesure où il y aura des usages différents, des applications différentes, il faut pouvoir avoir partout de l'eau, de l'électricité, des évacuations d'eau, un peu partout, puisqu'on ne sait pas à l'avance quel usage sera fait des différentes parties du bâtiment. Alors là, vous avez des fenêtres dont l'embrasement est fait de bois, enfin des forêts environnantes. Alors, vous savez que notre région du monde a l'habitude du bois, et si vous allez à New York, vous trouverez des belles fenêtres en bois qui viennent de notre région d'Europe. Nos artisans et charpentiers sont extrêmement doués pour tailler dans ces blocs de bois énormes. Et puis, ça c'est quelque chose que nous faisons aussi. Nous produisons notre propre plâtre à l'ancienne. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont des rochers qui viennent d'une montagne. Moi, je suis né dans la montagne, alors voilà, c'est une montagne proche de mon lieu de naissance. Donc on prend ces cailloux, ces rochers, on les chauffe à 100 degrés, puis on les met dans l'eau, et lorsque on les retire de l'eau, la pierre éclate, ça fait de la craie, et on peut en faire du plâtre. Enfin, c'est la façon traditionnelle de fabriquer le plâtre, la façon donc à l'ancienne. Et puis ici, c'est les systèmes de protection des eaux de pluie. Donc la pierre est protégée. Et puis ensuite, alors il y a effectivement ce fameux logiciel qui toutes les commandes sont présentes à tous les étages du bâtiment pour justement gérer les fenêtres et tout cela. Là, vous avez de la tuyauterie. Là, vous avez une zone d'accès pour les pompiers. Vous avez les eaux de ruissellement qui sont captées par cette évacuation. Et puis, vous avez un panneau électrique. Donc, pour les 3000 mètres carrés du bâtiment, c'est tout ce qui reste en
en termes de technologie, et donc tout est très facile à organiser. C'est-à-dire que si un architecte est capable de faire tourner ça, ça ne doit vraiment pas être sorcier. Alors, là, ce sont les fenêtres de verre les plus grandes que vous verrez au monde, hein, plus de 4,50 m de haut et 2,20 m de large, donc d'immenses baies vitrées. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce bâtiment est un mélange curieux, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire un style moderne ou ancien, de haute technologie ou de faible technologie, traditionnelle ou moderne. Non, c'est pas ça. Ce que nous essayons de faire, c'est d'arriver au meilleur produit possible pour l'usage qui en sera fait. Et c'est ce que nous avons fait partout, c'est ce qui a présidé à nos choix. Vous avez ici l'ameublement et maintenant l'extérieur du bâtiment. Alors il n'y a plus d'herbe puisque tout a été couvert par de la pierre blanche. Et c'est ainsi que le bâtiment a été construit. Et alors, si vous me le permettez, pendant quelques instants, je vais vous présenter deux autres bâtiments, cette fois à titre d'exemple. Ça, c'est la nouvelle université de Luxembourg, la Cité des Sciences, hein, qui ouvrira dans les mois à venir. Nous l'avons construit avec Christian Bauer, qui est un architecte luxembourgeois avec lequel nous avons beaucoup travaillé. Et dans ce bâtiment, là, c'est le premier bâtiment, le premier gratte-ciel, disons, européen, où il n'y a pas de ventilation mécanique et il n'y a pas de système de refroidissement ou de climatisation. Et au lieu d'avoir un système de backup, de secours, comme nous l'avions pour les lumières, là, dans les périodes de froid extrême, là, il y a un petit système de chauffage. Mais l'ingénieur avec lequel nous avons travaillé, il s'appelle Monsieur Schmidt, m'a dit quelque chose de tout simple. Dans ce bâtiment, nous n'avons de ventilation mécanique que dans les salles de classe où il y a plus de 100 élèves. Mais dans le reste du bâtiment, rien du tout. Et pour ce faire, alors, vous pouvez imaginer que le coût de l'installation technologique, grâce à cela, était à peu près la moitié de ce que serait le coût dans un bâtiment comparable, parce qu'on a limité aux salles de classe de 100 étudiants la présence de climatisation ou de ventilation mécanique. Donc si on commence à réfléchir en ces termes tout bêtes, tout simples, on voit tout de suite où les économies peuvent être faites, et ce mode de réflexion peut s'appliquer à toutes sortes de bâtiments. Et vous avez des résultats. Alors là, la forme est très différente. Vous avez un bâtiment qui fait près de 100 mètres de haut et près de 180 mètres de long. Alors c'est une construction en béton, hein, contrairement au bâtiment de briques que vous avez vu tout à l'heure. Alors, autre chose. Si vous regardez la surface de la façade du bâtiment, c'est une structure en acier, en aluminium. C'est des panneaux. En fait, c'est une référence à la construction sidérurgique, Arcelor qui était là. C'est une tradition qui est là depuis bientôt 200 ans, et nous avons voulu faire référence à ce passé historique sidérurgique de la région, du Luxembourg. Là, c'est des vues extérieures, et puis je crois que le bâtiment ouvrira à l'automne. Alors certains des espaces sont assez spacieux. Là, vous avez un amphithéâtre qui peut recevoir 750 personnes, donc c'est une salle assez grande. Celle-ci n'en contient que 100.
Alors, je ne veux pas trop entrer dans le détail, mais ce qu'il faut surtout souligner ici, lorsqu'on applique ce type de réflexion à d'autres types de bâtiments, vous aurez des résultats surprenants, peut-être un peu étranges, mais enfin, l'incidence sur les coûts d'investissement sera considérable, mais également les coûts de maintenance, d'entretien de ces bâtiments qui pourront être réduits considérablement. Mais pas seulement ça, c'est surtout la qualité, le confort, le niveau de confort sera considérablement amélioré. Et puis, ça c'est un autre exemple que je vous présente très rapidement. J'ai l'idée de construire des bâtiments sans technologie. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis des années. Ici, c'est un petit bâtiment, une petite construction privée, également en Autriche, au bord du lac Constance. Et c'est le seul bâtiment où il n'y a aucune technologie, ni ventilation, ni chauffage, ni climatisation. Alors, on ne va pas l'utiliser sur le long terme. Enfin, l'idée, c'est comment... Enfin, la question qu'on s'est posée, c'était de savoir pendant combien de jours de l'année on peut utiliser ce bâtiment en restant à l'aise, en restant confortable. Alors, ce n'est pas 365 jours par an, c'est vrai, mais presque 300 jours de l'année où sans aucune intervention mécanique, de climatisation, de chauffage, pendant 300 jours de l'année, le bâtiment est parfaitement confortable. Alors maintenant, le produit fini, pour ainsi dire, le bâtiment enfin livré. Il faut savoir que cette région est près du Rhin. Une partie de la zone était marécageuse et donc il fallait essayer de compenser le risque d'enlisement. Et on a utilisé le gravier pour contrebalancer, compenser un petit peu ces effets de mouvement du sol. Voilà le fameux plâtre dont je vous parlais tout à l'heure. Voici maintenant l'un des escaliers. Enfin, c'est un escalier intérieur qui conduit d'un étage à l'autre. Les matériaux utilisés, donc du plâtre, du calcaire et des graviers. Alors ces matériaux participent beaucoup à la sensation de confort de ces bâtiments. Pourquoi? Parce que tous ces matériaux ont une qualité particulière, c'est qu'ils peuvent absorber une partie de la température, restituer cette température à l'espace, mais pas seulement la température d'ailleurs, pour se sentir bien dans le bâtiment, on observe le même phénomène avec l'humidité, c'est-à-dire que le niveau d'humidité dans le bâtiment reste assez élevé, enfin très confortable. On se retrouve à peu près entre 38 et 42% d'humidité, donc des zones extrêmement confortables qui sont maintenues par le choix de ces matériaux. Pour ce qui est de l'éclairage, il est fait par des LED. Les différents usages qui sont faits du bâtiment, au rez-de-chaussée, vous avez une galerie d'art, une cafétéria qui peut accueillir une cinquantaine de personnes. Il y a beaucoup de réunions qui s'y tiennent. Il y a souvent une centaine de personnes qui s'y rendent. Alors, je ne devrais pas le dire, mais il m'arrive de fumer dans cet espace parce que si l'air devient vicié, eh bien les fenêtres s'ouvrent, le bâtiment s'aère de lui-même et j'ai pas trop à me soucier de cela. Bon, je sais que c'est pas politiquement correct de parler ainsi, de suggérer qu'on peut fumer dans un espace public, mais enfin c'est le genre de choses qu'on peut se permettre parce que justement l'air se purifiera de lui-même. Voici, c'est un bureau, vous avez une dizaine, vingtaine de personnes qui occupent l'espace. Alors ça fait quand même une certaine densité de population puisque vous avez 10 à 20 mètres carrés seulement par personne. Donc c'est des bureaux assez densément peuplés. Ça, c'était une salle de réunion. Et ici, alors ça c'est un exemple assez typique. Vous savez que dans tous les bureaux, vous avez
de structures de serveurs, un serveur informatique, c'est c'est quand même des machines qui ont besoin d'être refroidies. Et là, on a, au lieu de refroidir artificiellement ces serveurs participent au chauffage du bâtiment, on récupère cette chaleur. Et ça, c'est un principe qu'on retrouve partout dans le bâtiment. En principe, finalement, l'architecte s'est toujours appuyé sur ce type de principe parce qu'un architecte de bon sens se dit qu'il doit utiliser ce qu'il a sous la main de la manière la plus efficace possible. Et il y a toutes sortes de choses qu'on peut utiliser de manière très naturelle. Il y a bien entendu les conditions météorologiques, le beau temps, le soleil, l'ensoleillement, mais également la pluie, la qualité de l'air, le vent, que sais-je. Il y a toutes sortes d'éléments de contexte d'environnement qu'on peut utiliser et qu'on intègre. On en tire parti de la manière la plus efficace possible. Et bon, là, ça n'est qu'un exemple avec justement les murs qui abritent les serveurs et donc qui génèrent leur propre chaleur. Alors, c'est vrai que de nos jours, vous avez un public de plus en plus instruit et les gens aiment bien avoir des belles tables en bois massif. Là, c'est une table qui fait plus de 3 mètres de long. Et alors, sur cette table, il n'y a ni vis, ni clous. Tout se tient par un système de pression et qui est lié à la façon dont le bois est coupé et agencé. Alors, pour construire cette table, il vous faut quand même une très grande science, mais pas beaucoup de matériaux. Et au bout du compte, avec ce genre de structure, on remplace le matériel par le savoir, par la science. Et où on remplace, dirait-on, le matériel par le logiciel. Et cette table en est l'emblème, en est le symbole. Et je me dis que l'architecture, à sa façon, est capable de faire la même chose, c'est-à-dire de s'élaborer de telle sorte, enfin, un peu comme cette table, de sorte que l'on peut réduire le poids technologique, le poids des matériaux, mais par contre, il faut remplacer cela par la connaissance, le savoir, la science nécessaire pour construire ce genre de bâtiment. Je vous remercie de votre attention.